Bonjour à tous. Bienvenue à ce séminaire du Pôle Santé. Mon nom est Denis Chenevert, je suis le directeur du Pôle Santé et professeur à HEC Montréal. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir une de mes collègues, ce qui arrive quand même pas si souvent qu'on a quelqu'un d'HEC qui vient nous donner, je dirais, l'expérience de ses recherches relativement à un sujet qui touche tout le monde en ce moment et directement le secteur de la santé. Donc, Marine Agogé, qui est professeure au département de management et qui travaille sur la question de la conciliation vie professionnelle et vie personnelle, ou conciliation travail et vie personnelle. Je crois qu'il y a plusieurs appellations pour cette même réalité. Ce qui est particulièrement intéressant de voir, c'est que pendant des années, les organisations ont cherché à mettre en place des politiques pour permettre le télétravail et avec beaucoup, je dirais, d'hésitation, les organisations ont tenté de trouver une ouverture relativement à cette approche. Et en l'espace d'une journée, le 13 mars 2020, le Québec au complet et la planète a été transposé en télétravail de façon instantanée. Et la catastrophe tant anticipée ne semble pas s'être matérialisée. Donc, il semble y avoir eu une forme d'adaptation relativement à ce mode de travail. Et je pense qu'il est intéressant de voir quelles sont les meilleures stratégies ou les innovations managériales qui ont pu être développées pour être capables d'encadrer cette approche qui maintenant est devenue pratiquement incontournable dans les organisations. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à Marine et je vous souhaite un très bon séminaire. Merci beaucoup, Denis. Puis, merci de l'invitation à pouvoir présenter un ensemble de projets que j'ai menés entre 2020 et 2022. Alors, j'ai partagé ma présentation. Puis, voilà. C'est bon, on voit bien? Parfait. Parfait. Super, merci. Donc, je vais vous parler un petit peu aujourd'hui d'innovation managériale et de comment on peut rendre une... Enfin, c'est quoi les processus qui vont amener à ce qu'une innovation managériale devienne légitime dans une organisation. Et le cas que j'ai suivi, c'est l'ensemble de mesures de mise en place pour soutenir la conciliation vie professionnelle, vie personnelle dans le contexte de la pandémie dans différentes organisations. Puis, pour vous expliquer un petit peu, moi, à la base, je ne travaille pas du tout, en fait, sur la conciliation vie personnelle, vie professionnelle, ou, comme disait Denis, la conciliation famille-travail. Alors, je vais rester avec conciliation vie personnelle, vie professionnelle, parce que, en fait, si on dit conciliation famille-travail, on exclut une partie des individus qui ont parfaitement le droit d'avoir une vie personnelle sans pour autant avoir de famille ou avoir d'enfants. Donc, c'est pour ça qu'on va parler de vie professionnelle, vie personnelle. Mais moi, à la base, voilà, je ne travaille pas du tout sur ces enjeux-là. Moi, à la base, mes recherches sont sur la créativité et l'innovation. Et je travaille sur la gestion de la créativité dans les organisations. Et quand arrive la pandémie en mars 2020, ça fait à peu près 5-6 ans que je travaille beaucoup avec Hydro-Québec, et notamment avec l'Institut de recherche d'Hydro-Québec, où j'accompagne dans des projets de recherche-intervention cette organisation sur ses processus d'innovation et ses processus créatifs. Et début mars 2020, on est en train de monter un projet où l'idée, c'est de faire une série d'ateliers d'idéation un peu partout dans l'organisation pour réfléchir différemment à la maintenance des barrages. Donc, c'est prévu qu'on se promène un peu partout dans la province pour aller dans différentes équipes, faire des ateliers d'idéation, de réflexion sur comment on peut penser différemment la gestion de la maintenance. Et arrive mars 2020 et ce projet donc se met sur la glace. C'est pas qu'il n'y a plus besoin
faire la maintenance des barrages, loin de là. C'est plus que on peut plus aller se balader un peu partout dans la province, faire des ateliers participatifs avec tout un tas de personnes. Donc moi là, quand arrive le 13 mars 2020, je suis très engagée avec Hydro-Québec sur ce projet-là. Moi, je suis comme peut-être un certain nombre parmi vous, quelqu'un qui va vivre la bascule en 100% télétravail en 48 heures comme quelque chose d'un peu challengeant. Donc moi, comme la plupart d'entre vous, je bascule en 100% télétravail. J'ai une petite fille qui vient juste d'avoir 1 an et les garderies ferment, et donc je suis confrontée à cette question de la conciliation vie personnelle, vie professionnelle. Et je continue d'échanger avec mes partenaires à Hydro-Québec, et ils nous offrent la possibilité d'étudier pendant le printemps 2020 ce qui se passe chez eux dans leur organisation. Donc ça, c'est un petit peu le contexte. C'est vraiment, moi, j'ai saisi une opportunité d'aller regarder ce qui se passait sur cet enjeu-là de la conciliation, parce que ça me touchait personnellement, parce que je me suis dit, il y a là quelque chose, on va être obligé d'inventer des choses nouvelles parce qu'il se passe beaucoup de choses. C'est une question très nouvelle pour les organisations. Et j'ai un terrain qui est une organisation qui est extrêmement ouverte à ce qu'on regarde ce qui se passe, à ce qu'on teste des choses. Alors, moi, je ne travaille pas sur la conciliation famille-travail ou vie personnelle, vie professionnelle à la base, mais assez vite, on se rend compte que c'est quand même un contexte qui est fertile pour penser l'innovation managériale. Qu'est-ce que c'est que l'innovation managériale? C'est le fait de mettre en place des nouvelles façons de fonctionner dans l'organisation, des nouvelles pratiques managériales, de nouvelles façons d'organiser le travail, des nouveaux outils de gestion. Donc, moi, ça fait partie des choses en termes de management et d'innovation qui m'intéressent. Et je me dis, mais là, il y a quand même quelque chose qui est en train de se passer sur cet enjeu de conciliation qui peut être vraiment intéressant. Donc déjà, on se rend compte que en fait, cette question-là de conciliation des obligations professionnelles et familiales, et notamment pour les employés qui sont parents, c'est un facteur de stress assez élevé, et que c'est déjà le cas vraiment avant la crise. Et pour notre analyse, c'est qu'assez vite, c'est que ce contexte de la Covid vient rajouter 2 enjeux spécifiques. Le premier, c'est que avant la Covid, quand on pense pratique de conciliation, notamment famille-travail, donc là vraiment à destination des employés parents, c'est souvent il y a deux cas de figure. Soit on se dit, c'est du ressort de l'individu, donc chaque individu, chaque personne, chaque employé doit décider comment lui ou elle veut organiser sa vie personnelle, sa vie professionnelle. Donc, en gros, la conciliation, c'est un enjeu individuel. Les choses qu'on voit d'un enjeu plus collectif, c'est plutôt des politiques RH, donc la question de complément de salaire ou de congé à la naissance. C'est un petit peu de choses vis-à-vis de l'organisation du travail, la possibilité de travailler à domicile, et c'est la question des garderies. Sauf que les politiques financières, qui sont d'ailleurs testées très vite dès fin mars, début avril 2020 dans des organisations. Donc, en gros, le fait de dire à des employés qui ont des jeunes enfants dont la garderie ou l'école est fermée, on va vous donner des journées, on va alléger votre charge de travail, voire on va on essaie d'avoir des politiques de compensation, des politiques financières. Très vite, ça soulève des enjeux d'équité et de pertinence, c'est-à-dire que c'est des solutions qui sont pensées à l'échelle de l'organisation, qui ne sont pas forcément individualisées en fonction des circonstances et des situations de chacun. Et puis, les employés qui ne sont pas des employés parents ont l'impression de prendre plus de travail, de compenser pour leurs collègues. Donc, ça amène un ensemble de choses. Et puis, encore une fois, la maille qui est complètement oubliée en fait à ce moment-là, c'est la sphère de la gestion. C'est-à-dire que c'est soit une question individuelle, soit une question de politique salariale ou politique RH en organisation. Mais cette question de la gestion de proximité, de la gestion d'équipe, c'est pas une question qui normalement est impactée par la conciliation famille-travail, alors que
eh bien, en fait, le télescopage des sphères professionnelles et personnelles au printemps 2020 amène en fait la conciliation comme une question de gestion d'équipe, de gestion collective, et c'est quelque chose d'extrêmement nouveau. Donc là, il y a comme il y a une opportunité, alors, non pas juste pour faire la recherche, mais en fait, la conciliation famille-travail, c'est quelque chose sur lequel il y a besoin de repenser nos manières de faire à l'horizon de l'arrivée de la Covid à ce moment-là. Et donc, dans ce cadre-là, on fait une hypothèse avec l'équipe avec laquelle je travaille. J'ai une équipe d'étudiants à l'époque qui travaillent avec moi. D'ailleurs, il y a Romain qui est puis étudiant depuis, mais en tout cas qui a suivi ce projet-là, Romain Rampa, qui est là aujourd'hui, où en fait on fait une hypothèse qui est que si on suit des pratiques qui vont venir, des façons de faire dans l'organisation qui vont venir soutenir la conciliation travail-famille dans un contexte de travail à distance et de pandémie, ça va être un enjeu d'innovation managériale et que ça va avoir des impacts au niveau individuel, au niveau des dynamiques d'équipe. Donc, il va y avoir quelque chose d'intéressant à regarder là. Et tout de suite, on s'est dit, il y a 2 questions qui vont nous intéresser. C'est de savoir, premièrement, ces innovations managériales-là, dans quelle mesure elles apparaissent comme étant légitimes, parce que c'est pas dit qu'au niveau individuel, les employés se disent que c'est de mettre en place des pratiques de conciliation vie personnelle, vie professionnelle, ou des pratiques de conciliation travail-famille, ce soit quelque chose de légitime, même si on est dans une situation de crise. Et l'autre question qui va nous intéresser, c'est au final, est-ce que ces innovations managériales-là, est-ce qu'en innovant sur la conciliation famille-travail, en mettant en place des nouvelles pratiques, est-ce qu'on est capable d'impacter différentes choses dans l'organisation, notamment le sentiment de productivité, la satisfaction au travail ou le sentiment de soutien? Et donc, c'est là où je reviens au point de départ, c'est que on a donc le centre de recherche d'Hydro-Québec qui inclut à la fois l'Institut de recherche et les services techniques connexes liés à l'Institut de recherche chez Hydro-Québec, et où on a la possibilité d'étudier quelque chose avec eux, et où en fait ils vont au courant du printemps 2020 travailler avec une entreprise à impact social qui s'appelle Yapuni et qui propose un parcours d'accompagnement pour établir un nouveau contrat social entre chaque gestionnaire et les membres de son équipe pour réfléchir à la conciliation famille-travail, à l'organisation du travail. Et donc, ça, c'est un ensemble d'outils qui sont mis à la disposition par cette entreprise-là, qui visent à la fois des routines de travail individuelles, des routines de travail d'équipe, et puis qui proposent aussi des outils vraiment spécifiquement dédiés vis-à-vis des employés parents qui ont des enfants de moins de 12 ans. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est de suivre le déploiement de cette stratégie d'accompagnement-là, qui est donc conçue par cette entreprise, qui va être déployée chez Hydro-Québec. Et pour ça, on a une approche méthodologie mixte. On fait un certain nombre d'entretiens, notamment avec différentes personnes dans l'organisation, que ce soit des gestionnaires, des employés parents, des employés avec aucune expérience du télétravail, des employés avec de l'expérience. On essaye d'aller chercher pas mal de gens différents. On propose de mettre en place un protocole expérimental, c'est-à-dire que sur l'ensemble des 360 personnes qui vont participer à ce projet, donc 360 employés qui vont être touchés par le projet, on décide de faire aléatoirement 3 groupes. On va avoir un groupe qui va recevoir un ensemble de bonnes pratiques sur le télétravail sans un volet d'outils sur la conciliation vie personnelle, vie professionnelle. On va avoir un deuxième groupe qui reçoit un ensemble d'outils et qui sont accompagnés d'efforts de communication de la part de l'entreprise. Donc, c'est un membre interne à Hydro-Québec qui diffuse l'ensemble de ces outils-là. On a les logos d'Hydro-Québec sur l'ensemble des outils qui sont mis à disposition. Et puis, un troisième groupe où là, c'est plutôt une trousse blanche, c'est-à-dire que c'est exactement les mêmes outils, mais c'est moi, en tant que membre externe, qui vais les envoyer
et il n'y a pas les logos d'Hydro-Québec associés là-dessus. On s'intéresse vraiment à comment ça va être perçu, ce type d'innovation managériale. Et pour pouvoir capter comment ça va être perçu, on fait une série de 3 questionnaires, une approche longitudinale. On envoie une série de questionnaires avant le déploiement de cette innovation managériale-là. On envoie un premier questionnaire 7 jours après l'envoi de cette innovation managériale. Donc, c'est un ensemble d'outils qui sont mis à disposition des employés. On fait un suivi 21 jours par la suite. Et donc, en fait, on récolte des données sur à peu près la moitié, 45% de taux de réponse des personnes qui sont touchées, en fait, et à qui on envoie ces différents outils. Et en fait, on va chercher à mesurer le sentiment d'équilibre entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle, l'engagement au travail, le sentiment de productivité, la satisfaction. Et puis, on va y regarder des choses. Alors là, ce n'est pas sur les 3 questionnaires. On regarde comment la légitimité perçue de ces outils, mais aussi le sentiment de soutien que ça peut susciter et l'utilisation effective des outils qui sont mis à disposition. Donc voilà, une autre façon de le voir là. Donc, tout ça, ça s'est fait au printemps 2020. Alors, on a un peu fait ça rapidement parce que à ce moment-là, on avait peur que les gens reviennent en présentiel. Vous voyez, hein, en printemps 2020, on était un petit peu dans le déni collectif. Et donc, on se disait, il faut absolument vite qu'on collecte nos données pour savoir ce qui se passe parce qu'après, peut-être qu'on va tous retourner en présentiel. On était un peu naïfs. Mais donc, on a collecté nos données là, entre mars et juin 2020. Et au final, quand on a commencé à décortiquer nos données, que ce soit nos données qualitatives ou nos données quantitatives, on s'est rendu compte qu'il y avait différentes choses qui jouaient à différents niveaux dans la façon dont ces innovations managériales-là, qui touchaient à la conciliation vie personnelle, vie professionnelle, étaient perçues comme légitimes et qu'en fait, il y avait 3 types de légitimité. Là, on a été chercher un modèle développé par le chercheur Suckman en 1995 qui explique que dans un outil de gestion, pour qu'il apparaisse comme légitime, il y a 3 volets de légitimité. Le premier, c'est ce qu'on va appeler la légitimité pragmatique. Un outil de gestion ou une pratique de gestion, une pratique managériale, elle est légitime parce qu'elle a des effets. Le pragmatisme, c'est il y a des effets, ça fonctionne, ça améliore l'efficacité, ça améliore notre productivité, ça a des effets. Donc, c'est légitime parce qu'il y en a des bénéfices. Le deuxième volet, c'est la légitimité morale. C'est que de mettre en place cet outil, cette pratique managériale, c'est légitime parce que c'est la bonne chose à faire. Et on a un problème, il y a quelque chose à gérer, peu importe si on y arrive, si on y arrive, c'est la légitimité pragmatique. La légitimité morale, c'est il y a un impératif à agir, il faut faire quelque chose, c'est la bonne chose à faire. Et la troisième forme de légitimité, c'est ce qu'on appelle la légitimité cognitive. C'est on comprend, on accepte que cette innovation ou cette pratique managériale ou cet outil de gestion, il est légitime parce qu'on comprend comment il fonctionne. Parce indépendamment des effets, mais on a une bonne compréhension des différentes étapes, de ce que cherche à faire cet outil-là ou cette pratique managériale. Alors bien évidemment, hein, ces 3 formes de légitimité, elles ne sont pas indépendantes les unes des autres, mais ce qui était intéressant, c'est qu'une fois qu'on a pris ce cadre-là, on s'est rendu compte en suivant le déploiement d'un certain nombre de choses sur la conciliation famille-travail chez Hydro-Québec, qu'en fait, il y avait un phasage. Et que ce qui faisait que cette innovation managériale-là, elle devenait légitime, ça a été progressivement d'abord, elle a été légitime d'un point de vue moral, puis d'un point de vue cognitif, puis d'un point de vue pragmatique. Et c'est ce que je vous présente maintenant. Dans un premier temps, pour légitimer cette innovation managériale-là, il y a eu un travail fait sur la légitimité morale. Déjà, donc on est quand même, là on est dans un contexte où on est dans une organisation où la conciliation vie personnelle, vie professionnelle, c'est pas du tout en haut des pratiques de gestion en mars 2020. Ça fait pas du tout partie des sujets
qui sont sur la table des gestionnaires ou sur la table des chefs, des directeurs de l'organisation, de l'organisation, donc de l'institut de recherche. C'est aussi un milieu qui est principalement masculin. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose, l'équilibre professionnel-personnel, qui est mis de l'avant. Et en fait, quand on analyse les résultats du premier questionnaire, donc le questionnaire qui est fait vraiment avant le déploiement de l'innovation managériale, on se rend compte très vite que la pandémie a changé la donne et que l'équipe professionnelle et personnelle est devenue fortement corrélée avec la perception de productivité ainsi qu'avec l'engagement du travail. Et donc, en fait, il y a on collecte ces premières données et là, on discute, on travaille avec le groupe de travail qui pilote ce déploiement de l'innovation managériale-là. Et on se rend compte qu'il y a, il y a vraiment cet effet-là pour l'ensemble de la population sondée. Et qu'en plus, il y a quelque chose de très particulier parce que cette situation du télétravail forcé, elle est vécue de façon très différente en fonction des individus. Et notamment, quand on regarde le vécu des employés non parents et le vécu des employés parents, c'est quand même pas la même chose. On se rend compte que l'engagement, le sentiment de productivité, l'équilibre professionnel-personnel, il est plus faible pour les employés parents et que notamment, ces parents de jeunes enfants, ils ressentent une double culpabilité face au travail et à la vie familiale. Donc, on leur demande dans quelle mesure ils se sentent coupables de ne pas s'investir assez dans le travail, de ne pas s'investir assez dans leur vie personnelle. Et à l'image de cette citation ici où on a une personne qui nous dit j'ai une espèce de culpabilité au travail, mais aussi à la maison. Je le sens, mais je l'accepte. J'essaie de pas trop m'en faire avec ça. Mais donc cette double culpabilité qui d'ailleurs est ressentie de façon beaucoup plus forte chez les femmes avec enfants que chez les hommes. Tous ces éléments-là pris ensemble, ça amène le groupe de travail qui réfléchit à cette question de la conciliation vie personnelle, vie professionnelle à l'Institut de recherche d'Hydro-Québec, qu'il y a qui fait vraiment du ressort de l'organisation d'agir pour soutenir ses employés vis-à-vis de leur stratégie individuelle et collective de conciliation, et qu'il y a une forme d'impératif, puis c'est eux qui en parlent d'un impératif moral à agir. Donc, c'est ce premier travail qui vient esquisser les premiers contours de la légitimité morale de ces innovations managériales. Donc ça, c'est la première étape qui va venir en fait légitimer le fait d'avoir des pratiques de gestion qui viennent toucher à la conciliation famille-travail. Dans un deuxième temps, on voit la légitimité cognitive. Ça, c'est au moment où les employés reçoivent un certain nombre d'outils. Ils sont d'ailleurs, ils ont majoritairement consulté les outils qui étaient mis à leur disposition. Ils ont majoritairement testé des choses et d'ailleurs, les employés qui ont commencé à utiliser le plus ces outils-là dès le début, c'était clairement ceux et celles qui avaient au préalable un sentiment de productivité plus faible et un moins bon équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle. Donc, c'est venu adresser cet enjeu-là. Et là, ce qui nous intéressait, c'est de comparer nos groupes expérimentaux. Vous vous souvenez, quand cette innovation managériale-là a été déployée, elle a été déployée de façon différente pour 3 groupes. Notre premier groupe, ils ont reçu uniquement des balises de bonne utilisation du télétravail, donc pas d'outils qui adressaient directement la question de la conciliation vie personnelle, vie professionnelle, alors que notre groupe 2 et notre groupe 3, eux, ont reçu ces outils-là. La différence entre le groupe 2 et le groupe 3, c'est que le groupe 2, ces outils-là étaient poussés par l'organisation, alors que du groupe 3, ils venaient de l'externe. Et clairement, en comparant nos groupes, ça nous est apparu évident que c'est ce qu'on leur demandait, dans quelle mesure ils trouvaient que ces outils-là étaient adaptés, appropriés, pertinents dans leur contexte. Et effectivement, on s'est rendu compte que ceux qui avaient eu les outils sur le plan de la conciliation famille-travail, vie personnelle, vie professionnelle, ils avaient analysé comme étant beaucoup plus légitimes. Donc, il y a un premier travail sur cette légitimité cognitive, on comprend les outils indépendamment des effets qu'ils vont avoir. Là, c'est vraiment au moment de leur réception. Il y a ce premier travail qui est là. Et on s'est rendu compte aussi que lorsque le contenu des pratiques managériales sur la conciliation, il est vraiment innovant pour adresser les enjeux, la légitimité cognitive a été plus élevée.
mais que, en fait, cette légitimité cognitive-là, elle ne se construit pas indépendamment de ce que, dans la littérature, on appelle l'organe légitimateur. Donc, en fait, le discours qui vient encadrer l'introduction de cette innovation managériale-là. Parce que lorsque l'innovation managériale a été introduite comme étant soutenue à l'interne par l'organisation, elle avait suscité un meilleur sentiment de soutien organisationnel. Donc, les employés se sentaient mieux soutenus vis-à-vis de la conciliation famille-travail lorsque cette innovation était introduite par l'interne versus être introduite par l'externe. Et que donc, en fait, ça nous donne des indices sur le fait que cette légitimité cognitive de comprendre comment les outils fonctionnent, mais elle est liée au discours et donc à une forme d'enjeu politique, des parties prenantes qui vont venir soutenir et présenter cette innovation managériale. Et dans une troisième phase, il y a eu un travail fait de construction au-delà de la légitimité morale, donc de l'impératif d'agir, de la légitimité cognitive, quels sont les outils qui sont mis à notre disposition, puis comment on les utilise. Il y a eu un travail fait sur la légitimité pragmatique, où là, il y a eu tout un tas de mesures qui ont été faites sur l'effet réel de ces outils-là, avec notamment le fait que, donc on a pu le montrer, que les employés qui avaient utilisé ces outils avaient une satisfaction au travail. Vous voyez que là, le trait en bleu foncé, c'est la satisfaction au travail des gens qui n'utilisent pas les outils. Donc, vous voyez qu'elle s'effondre, et alors qu'elle est maintenue. Alors, c'est une petite pente, mais elle est vraiment maintenue pour les outils qui ont utilisé les outils. Donc, il y a vraiment un effet, on est venu soutenir la satisfaction au travail, on est venu soutenir le sentiment d'équilibre. Et surtout, les employés qui ont maintenu l'utilisation des outils de conciliation, donc ceux qui se sont réellement saisis, ce n'est pas juste ceux qui en ont vu les bénéfices, c'est ceux qui se sont aussi sentis soutenus dans l'adoption de ces outils par l'ensemble de leur équipe. Donc ça a été pour nous un travail, une conclusion intéressante de montrer que, en fait, la légitimité pragmatique d'une innovation managériale, donc le fait que ça a des effets, ce n'est pas juste une compréhension individuelle, mais ça doit être un enjeu organisationnel collectif. Et je vous mets là une citation d'un employé qui nous a paru absolument bien synthétiser ça. Il faut que tout le monde embarque dans les routines, dans ces outils-là, dans ces approches-là pour que ça fonctionne. Et donc, ça a mis en fait l'accent sur cette dimension collective de construction de la légitimité pragmatique. Et donc, ça se construit, notamment cette légitimité pragmatique-là, parce qu'on a des indicateurs qui nous permettent de mesurer les effets de l'introduction d'une innovation managériale. Et que cette innovation managériale-là, non seulement on en mesure les effets, mais qu'on les communique. Ça a été un travail qui a été fait par la suite du déploiement de ces innovations managériales-là pour soutenir cette légitimité pragmatique, parce qu'elle ne s'est pas faite de façon évidente ou automatique. Il y a eu besoin d'avoir un gros travail de diffusion puis de présentation en fait, de ce que je viens de vous présenter comme effet sur la satisfaction, sur le sentiment de soutien, sur l'équilibre vie personnelle, vie professionnelle. L'ensemble de ces résultats ont dû être communiqués pour venir soutenir la construction de cette légitimité pragmatique. Et ce qui nous a amené en fait, à nous rendre compte qu'il y avait vraiment donc, ce phasage dans l'introduction d'une innovation managériale en contexte de crise. Et d'abord, une construction de la légitimité morale, donc cet impératif à agir. Derrière, ça se découle, ça vient alimenter la construction de la légitimation cognitive, donc la compréhension des éléments constitutifs de l'innovation managériale, qui elle-même va venir soutenir la légitimité pragmatique, donc le fait qu'on accepte cette innovation managériale-là parce qu'on en voit les bénéfices, on en voit les effets. Mais ce modèle-là, il nous montre aussi que pour passer de ces différentes phases de légitimation, il y a un rôle crucial des gestionnaires dans la capacité à légitimer ces innovations managériales-là. Et donc, pour qu'il y ait une adoption et que ces nouvelles pratiques-là soient effectivement adoptées, utilisées dans l'organisation, il y a un rôle crucial que les gestionnaires doivent jouer. C'est ça qui nous a amené derrière à nous intéresser de façon plus précise à justement
la conciliation vie personnelle, vie professionnelle comme une affaire, comme un enjeu clé pour les gestionnaires, avec du coup une nouvelle question qui nous est apparue. Comment est-ce qu'on peut comprendre l'effet de d'introduire ces innovations managériales-là sur la conciliation famille-travail, sur l'effet que ça va avoir au niveau individuel, mais aussi dans les dynamiques d'équipe et dans les compétences des gestionnaires qui ont, dans un contexte de travail à distance, dû repenser différemment leur métier, leurs pratiques de gestion. Et ce deuxième projet-là a fait l'objet d'un projet de mémoire de recherche de Julia Pagedegno, qui était étudiante à la maîtrise à HEC dans ce cadre-là. Et ce qu'on a étudié, donc c'est toujours, on a continué de suivre l'entreprise Yapuni, donc qui développe des innovations managériales à destination. Vous êtes toujours avec moi? Vous m'entendez? Oui, tout va bien. Oui, ok. Vous m'avez perdu à quel moment? C'est pas tout le monde qui vous a perdu. Je ne sais pas si le message s'adressait directement au séminaire. Moi, j'ai rien perdu non plus. OK. Donc, je pense que c'est un commentaire. Un micro qui s'est démuté. OK. Donc, on a continué de suivre donc, cette organisation-là qui a déployé un parcours au sein du CHU Sainte-Justine et qui là n'était pas juste la mise à disposition d'outils pour les employés, mais d'un parcours complet avec une intervention multiniveau qui impliquait à la fois les ressources humaines, le département des ressources humaines de Sainte-Justine, un certain nombre de gestionnaires dont les équipes étaient majoritairement en télétravail. Donc là, on parle d'équipes dans le volet administratif du CHU, pas dans les équipes de soins, et d'un certain nombre d'employés de Sainte-Justine. Et ce parcours-là s'est fait donc, sous la forme d'ateliers de co-développement entre des gestionnaires qui ont été animés par deux personnes des ressources humaines du CHU de Sainte-Justine et donc d'une série d'outils qui ont été mis à disposition des gestionnaires et de leur équipe. Et au travers de ces ateliers de co-développement, dans le cadre de ce parcours équilibre de l'entreprise Yapuni, il y a 3 thèmes qui ont été abordés de façon connexe. C'est des thèmes qui entourent les enjeux de conciliation vie personnelle, vie professionnelle et qui ont été adressés directement avec les gestionnaires. Donc, la question de la concentration, comment se concentrer au travail dans un contexte de télétravail et de conciliation vie personnelle, vie professionnelle. Comment repenser la reconnaissance dans un contexte de télétravail et comment réfléchir à la gestion des émotions, d'émotions nouvelles, différentes qui peuvent apparaître dans ces contextes-là. Et alors, ce qui était intéressant pour nous, si je reprends mes 3 formes de légitimité de tantôt, c'est que quand ce parcours-là est déployé au CHU de Sainte-Justine, une des premières choses qu'on observe, nous, du point de vue de la recherche, c'est qu'en fait, on est dans un contexte où il y a une légitimité morale, l'impératif à travailler cette question de la conciliation vie personnelle, vie professionnelle, qui est bien en place. Notamment parce qu'on est 1 an plus tard. Là, vous allez voir, on suit ce projet-là au printemps 2021. Donc, ça fait déjà 1 an que les équipes sont massivement en télétravail et que cet enjeu de conciliation vie personnelle, vie professionnelle est apparu comme extrêmement clé dans l'organisation. Donc, il n'y a pas le même travail de légitimation morale à faire. Donc, ça, c'est pour nous, c'est une première chose qui est assez intéressante. En termes d'approche méthodologique, nous, on a observé donc sans intervenir, donc l'observation non participante de l'ensemble des séances de co-développement. On a là encore envoyé des questionnaires avant le déploiement du parcours, 7 jours après la fin du parcours et 1 mois après la fin du parcours, à l'ensemble. Donc, c'est qui a été touché par ce projet-là? C'était 12 gestionnaires et 290 employés participants, avec un taux de réponse un peu plus faible que celui qu'on avait, mais qui s'explique aussi par la différence de la nature de l'organisation. Et on a mesuré donc l'ensemble des choses qu'on avait mesurées dans notre premier projet, et on a mesuré des choses supplémentaires. On s'est intéressé là au sentiment de justice, alors ce qu'on appelle la justice distributive vis-à-vis de la reconnaissance. Donc, c'est est-ce que j'estime que en tant qu'employé dans une équipe, mon gestionnaire reconnaît à sa juste valeur l'ensemble des efforts et l'ensemble du travail que je fais,
Le sentiment d'équité dans la relation gestionnaire-employé, est-ce que je pense qu'il y a notamment, par exemple, du favoritisme ou pas dans mon équipe, ou est-ce que je pense qu'au contraire, mon gestionnaire, il est équitable dans la façon dont il construit ses relations bilatérales avec chacun des employés. On a mesuré aussi la confiance des gestionnaires dans leur équipe et le sentiment de compétence des gestionnaires. Ici, on n'a pas mis de protocole expérimental. Tous les participants ont participé de la même façon au parcours, à l'innovation managériale sur la conciliation vie personnelle, vie professionnelle. Donc, voilà un peu comment ça s'est déroulé entre février 2021 et juillet 2021. Donc, comme je le disais, avec beaucoup plus de recul quand même que le premier projet au printemps 2020. La première chose qu'on a fait, c'est qu'on a remesuré une mesure d'impact du déploiement de cette innovation managériale-là. Donc, le parcours équilibre de l'entreprise Yapuni a été fortement, a eu un fort effet dans l'organisation. Presque les 3/4 des employés touchés ont utilisé de façon régulière des éléments du parcours et plus spécifiquement, par exemple, à la fin du déploiement du parcours, plus de la moitié d'entre eux utilisaient donc, un des outils qui était mis à leur disposition par le parcours équilibre. Donc, c'est des blocs de concentration. Donc, c'est le fait de mettre à son agenda des temps dédiés pour faire des tâches à haute valeur ajoutée. Et on a pu observer donc une augmentation du sentiment d'équilibre vie personnelle, vie professionnelle et une diminution globalement des conflits entre vie personnelle et vie professionnelle, du sentiment de culpabilité auprès de l'ensemble des employés qu'on a sondés. Et donc, au global, on a pu observer une amélioration de l'appropriation de l'innovation managériale de par une légitimation cognitive accrue, le fait d'avoir des ateliers de co-développement en parallèle du déploiement des outils auprès de l'ensemble des employés, mais que les gestionnaires et des ateliers de co-développement, ça leur a permis en fait d'expliciter, d'expliquer, d'accompagner leurs équipes dans la compréhension de l'innovation managériale. Parce qu'il y a eu un effet de légitimation cognitive accrue qui s'est reflété dans une meilleure appropriation de l'innovation managériale au sein des équipes. Si on s'est intéressé un petit peu plus spécifiquement à la situation des employés parents et où notamment l'adoption de cette innovation managériale-là a eu un effet sur leur niveau de concentration qui s'est amélioré, qui a amélioré en retour leur sentiment d'équilibre vie personnelle, vie professionnelle, qui a augmenté leur sentiment de productivité et que notamment, ça c'était une des choses qu'on avait réalisé, c'est que en amont du déploiement de cette innovation managériale-là, notre premier questionnaire avait posé un diagnostic d'écart sur le sentiment de justice distributive vis-à-vis de la reconnaissance entre les employés non parents et les employés parents. Et que notamment les employés non parents avaient plus le sentiment que leur travail était reconnu à leur juste valeur que les employés parents. Et à la suite du déploiement de cette innovation managériale-là, cet écart qui existait a été réduit. Donc, on a eu un ajustement de ce sentiment d'écart, ou d'injustice ressenti par les employés parents qui souvent, en fait, de façon qualitative, la rapportaient qu'ils faisaient beaucoup d'efforts pour essayer de tout faire en même temps, mais ils n'avaient pas l'impression forcément que leur gestionnaire s'en rendait compte. Donc, ça a permis, en fait, d'avoir cet effet-là. Et de l'autre côté, ça a donné de nouveaux éléments pour parler de la légitimité pragmatique de cette innovation managériale-là. C'est-à-dire que de montrer qu'on avait des effets au niveau individuel, au niveau des individus, cette innovation managériale-là a des effets, mais d'être capable aussi derrière de revenir et de communiquer sur les effets que ça a d'un point de vue collectif, donc sur la dynamique d'équipe. Au niveau des gestionnaires, le fait d'avoir déployer cette innovation managériale-là. Donc, on a un petit bassin de gestionnaires, donc on ne peut pas présenter d'analyse statistique, mais de façon descriptive, on a vu une amélioration du sentiment de confiance dans les équipes entre mars 2021 et juin 2021. Et c'était plus ambigu sur la confiance dans leur propre capacité à soutenir leur équipe, puisqu'on avait vu une augmentation, mais lorsqu'on a fait notre dernier questionnaire, on a vu aussi un essoufflement en juillet 2021. Mais là, je pense qu'il y a eu pas mal de facteurs confondants, notamment un épuisement. Ça, c'est quelque chose qui nous était revenu du terrain, un épuisement relativement croissant
des équipes dans le système de santé au moment de l'été 2021. Et on a pu observer, donc ça je vous partage quelques éléments de choses qu'on a pu entendre lors des co-développements qui ont en fait été des moments, des temps propices à des réflexions sur la résilience, mais aussi sur la créativité managériale, donc des gestionnaires qui ont en fait perçu des nouvelles façons de gérer leurs équipes. Par exemple, quelqu'un qui s'est rendu compte que d'envoyer des courriels tard le soir, c'est pas perçu comme une mesure du fait que je suis complètement dédiée envers mon équipe, mais c'est plutôt perçu comme étant quelque chose de l'ordre du stress et qui est extrêmement stressant. Donc, par exemple, une façon d'être réflexif par rapport à sa pratique managériale. Ou encore une gestionnaire qui nous a dit que leurs employés avaient verbalisé leur culpabilité, l'impression de ne pas être à 100% au travail et de ne pas être à 100% à la maison, et que ça avait amené du coup une discussion collective sur la gestion de la performance. Et finalement, la gestionnaire qui nous avait dit « mais j'ai l'impression d'avoir changé ma posture de gestionnaire face à mon équipe ». Et au final, ça nous a ramené, je disais, on commençait le projet en se disant la légitimité morale est extrêmement bien positionnée sur la conciliation vie personnelle, vie professionnelle. Mais à la fin du projet, on s'est vu qu'on a remarqué un retour vis-à-vis d'éléments plus d'ordre moral et donc d'un travail aussi des gestionnaires à parler différemment de la conciliation vie personnelle, vie professionnelle, et donc, d'une certaine façon, une itération de ce processus de légitimation de l'innovation managériale. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous ai mis ici le projet qu'on a mené chez Hydro-Québec a fait l'objet d'une publication. On a écrit aussi un article dans la revue Gestion sur ces enjeux-là. Et puis, je vous ai mis le lien si vous voulez plus d'informations sur l'innovation managériale, sur la conciliation famille, vie personnelle, vie professionnelle qu'on a suivi. Je vous ai mis le lien ici. Merci beaucoup pour votre attention. Puis, je vais arrêter mon partage pour pouvoir vous voir et répondre à des questions s'il y en a. Merci beaucoup. En fait, j'inviterais les gens qui ont des questions à soit l'écrire dans le clavardage ou à lever la main pour qu'on vous assigne la parole, puis on vous demanderait, pour faciliter la prise de parole, d'allumer aussi votre caméra. Je vais, en attendant que les gens se manifestent pour des questions, il y avait déjà 2 questions dans le clavardage. Je vais les poser d'emblée. C'est arrivé pendant la présentation, donc ça fait référence à des choses qui ont été dites en cours de présentation. On avait d'abord une question de quelqu'un chez Capsana qui demande est-ce que le taux de réponse, parce qu'on parlait des sondages à ce moment-là qui ont été faits à Hydro-Québec, est-ce que le taux de réponse était le même chez les 3 groupes? Et on dit, je présume que les questionnaires étaient identifiés HEC et pas nécessairement Hydro-Québec. C'est une question de donc, oui, absolument. Quand on fait ce genre d'études-là, je réponds d'abord à la deuxième question. Quand on fait ce genre d'études-là, on est extrêmement transparent sur le fait qu'en tant que chercheur, on collecte des données. Les participants sont absolument informés. Les études sont validées d'un point de vue éthique. Donc, effectivement, l'ensemble des questionnaires, lorsqu'ils sont envoyés, c'est extrêmement clair que c'est HEC qui s'intéresse à ça. C'est anonyme et on a des dispositifs qui nous permettent d'associer les réponses des participants d'un questionnaire sur l'autre. Sur cette première étude-là, le taux de réponse était… alors là, je réouvre… je ne connais pas tous mes chiffres, je ne connais pas tous mes chiffres par cœur, mais le taux de réponse était sensiblement identique à chaque questionnaire. Et en général, ça a tendance à baisser, c'est un classique, là, ça baisse d'une fois sur l'autre. On était un petit peu plus que 50% au premier questionnaire, un peu plus en dessous de 50% au deuxième, mais somme toute, on avait plutôt des beaux taux de réponse, mais quand on fait du longitudinal en recherche, là, Denis pourra en confirmer aussi. Là, c'est normal, on a toujours un peu de perte en ligne. Voilà. Merci.
il y a une question de la même personne, du même groupe, qui demande est-ce que, là, à ce moment-là, on était dans la présentation, en fait, sur les sondages et la démarche réalisée en centre hospitalier. Est-ce qu'on a estimé le biais favorable associé aux participants? OK, on était sur les résultats du programme. Donc, quand on estimé le biais favorable aux participants volontaires, qui sont sans doute plus favorables et sujets à la participation au parcours proposé par Yann Pougny? Oui, ben c'est sûr qu'il y a toujours des biais, dans le sens où à partir du moment où on n'a pas 100% de taux de répondants, il est évident qu'on va avoir des formes de biais. Nous, la façon dont on essaye de minimiser ça le plus possible, c'est d'être déjà extrêmement clair lorsqu'on fait ces genres de mesures d'impact-là, qu'on est entièrement indépendant. On n'est pas là, on est des chercheurs, hein, donc on ne fait pas une mesure, on ne collecte pas des données pour la seule propriété d'une entreprise ou d'une organisation. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre les choses. Derrière, on explique, encore une fois, là, plutôt sur des enjeux éthiques, le fait que c'est absolument anonyme, transparent, etc. Donc, c'est évident qu'il peut toujours y avoir un biais. Donc, nous, ce qu'on essaie de faire le plus possible, c'est d'augmenter notre taux de réponse. C'est ça qui va le plus possible nous permettre de minimiser ces biais-là. Mais on n'est pas à l'abri, effectivement, hein, qu'il y a un biais. Et quand on parle du pourcentage d'utilisation, par exemple, ben, c'est évident que c'est à ramener et c'est à nuancer de par notre taux de réponse. Après, on a été aussi capable, de façon indirecte, d'avoir une idée dans les discussions avec les gestionnaires, donc les gestionnaires qui sont des gestionnaires d'équipe, qui étaient capables de nous partager dans quelle mesure ces outils-là étaient utilisés ou pas. Il était majoritairement utilisé. Là, puis eux, ils le voient parce que c'est des choses qui vont venir, comment dire, modifier la façon dont, par exemple, les gens gèrent leurs agendas, la façon dont les gens gèrent les réunions d'équipe, la façon dont ils participent, dont ils interagissent les uns avec les autres. Donc ça se voit de façon objective. Merci. On va aller à la prochaine question, qui est une question de Denis Chenevert. Oui, ben, je me posais la question suivante. Dans le processus de légitimation, oui. Ce processus de légitimation peut provenir de différentes sources. Il peut provenir de l'organisation elle-même, il peut provenir du gestionnaire, mettons, gestionnaire intermédiaire ou en tout cas à un certain niveau hiérarchique. Il peut provenir également du superviseur de premier niveau, donc celui qui est en relation étroite avec l'équipe. Est-ce qu'on a pu mesurer ou identifier quelle est la source la plus probante ou la plus pertinente ou la plus favorable de légitimation sur les formes de légitimation que tu nous as présentées? Oui, alors, sur les sources de légitimation, donc il y a deux questions, hein, sur les sources de légitimation. Clairement, dans notre étude menée chez Hydro-Québec, on voyait clairement qu'il y avait un effet positif de légitimation quand ça vient de l'organisation, mais que s'il n'y a pas de soutien de la part du gestionnaire ou de l'équipe, ce n'était pas suffisant. Donc ça, c'était vraiment une de nos premières conclusions là, sur ce projet-là, que s'il n'y a pas une dynamique collective, de se dire que cette question-là, qui, encore une fois, hein, paradoxalement, apparaît comme quelque chose normalement qui est de l'ordre de l'individuel, c'est-à-dire que comment j'organise et comment je concilie, comment je fais de l'équilibre, normalement, c'est quelque chose d'individuel. Mais s'il n'y a pas en fait des discussions d'équipe, un soutien collectif et un soutien managérial, il n'y a pas d'appropriation, il n'y a pas de légitimation de cette innovation. Donc ça a été une des premières choses. Hein. Donc vraiment qu'il y a besoin d'un organe légitimateur et que sur ces questions-là, ça doit se faire au niveau des équipes. Ce qui était un peu contre-intuitif hein, à la base par rapport à ce que d'une part par rapport à ce qu'il y avait dans la littérature et puis par rapport j'ai envie de dire au gros bon sens initial. Là. Il y avait quelque chose d'un peu contre-intuitif.
La deuxième chose par rapport à dans les trois formes de légitimation, laquelle est la plus cruciale, on s'est rendu compte que c'était la légitimité cognitive. C'est-à-dire qu'en fait, si les gens ne comprenaient pas comment fonctionnaient des nouvelles pratiques de gestion, les mécanismes qui étaient derrière, on pouvait faire tous les discours et tous les impératifs moraux, on pouvait montrer les bénéfices. S'il n'y avait pas une compréhension des mécanismes et donc une construction de la légitimité cognitive, il n'y avait pas d'appropriation derrière. D'où le fait derrière d'avoir suivi dans le deuxième projet et l'outil de co-développement, hein, donc d'embarquer les gestionnaires, mais pas juste pour les convaincre eux, mais pour qu'eux, en fait, soient capables d'être porteurs de légitimité cognitive et derrière d'être capables d'expliquer à leurs équipes, non pas juste la direction veut qu'on fasse des nouveaux trucs ou ça va avoir de bons effets, mais le comment ça marche, comment cette chose-là fonctionne. Et qu'en fait, c'est les gestionnaires et la discussion collective autour de ces nouvelles pratiques qui va venir construire cette légitimité cognitive. Parce que la légitimité pragmatique, en fait, on va l'avoir qu'après. Il faut d'abord avoir testé le truc pour qu'on la voie. Et puis, la légitimité morale, elle va avoir certaines limites, quoi. Surtout en situation où on est réellement en train de faire quelque chose de profondément nouveau en termes de pratiques managériales. Ça peut vite sembler comme du discours organisationnel. Et donc, en fait, il y a un vrai levier là dans le cognitif et qui doit être porté à des niveaux de proximité. Merci beaucoup, Denis, pour les questions. Merci. Je me permets une petite question. J'ai la possibilité d'en glisser une. J'aimerais savoir, autant pour Hydro-Québec que pour le centre hospitalier, est-ce que vous avez pu observer de quelle façon est-ce que le programme a été proposé aux gens? Est-ce que, et en tout cas, de quelle façon est-ce qu'il y a un programme de présentation qui avait plus d'impact dans la participation? Ouais. Puis les choses sont faites de deux manières différentes. Dans le cadre du projet Hydro-Québec, ce sont des outils qui ont été mis à disposition, mais de façon très top-down, dans le sens où voilà des choses que vous pouvez faire, et on vous les envoie par courriel, si je caricature, versus un travail qui venait qui en amont, on a le programme avec les ateliers de co-développement se faisait sur on présente les choses aux gestionnaires, on a des ateliers de co-développement, puis c'était des petits groupes, hein, donc il y avait 12 gestionnaires impliqués, il y avait 2 ateliers de co-développement en parallèle, donc c'était des discussions assez resserrées, hein. Une personne des RH plus 6 gestionnaires, on traduit, on explicite, on construit à ce premier niveau-là en fait des formes de légitimité cognitive, et ensuite on se sert du gestionnaire pour présenter aux équipes. Donc, il y avait vraiment un séquençage. Puis, on n'a pas pu... Moi, en tant que chercheuse, c'est sûr que j'aurais adoré ça qu'au CHU Sainte-Justine, on ait la moitié des gens où on leur pitch les outils comme ça, puis l'autre moitié où on fasse ce programme-là, puis qu'on compare. C'est plus compliqué d'arriver en organisation et de dire, il y a la moitié des gens, on va le faire un peu mal, puis à la moitié, on va le faire un peu bien. Donc, ça, on a eu cette possibilité-là, ce qui est assez rare, chez Hydro-Québec au printemps 2020, de tester différentes choses, puis que tout le monde n'ait pas les outils, en tout cas au début, parce qu'après, tout le monde a eu les outils in fine, mais pour plein de très bonnes raisons, on n'a pas pu faire cette comparaison-là d'un point de vue scientifique. À Sainte-Justine, on peut juste faire du avant-après. On n'a pas eu l'occasion de comparer différents modes d'introduction. On peut le faire en comparant des choses qui sont non plus pas très comparables, à savoir ce qui s'est passé au printemps 2020 dans une entreprise du milieu de l'énergie, puis ce qui s'est passé dans un centre hospitalier au printemps 2021. Donc, avec toutes les nuances qui peuvent entourer ça. Merci pour la réponse. Je vois la main levée de Denis. Beaucoup de questions, moi j'en ai toujours beaucoup. Je me questionnais à savoir, est-ce que les gestionnaires de ces employés qui étaient en télétravail étaient eux-mêmes en télétravail? Oui. OK. Donc, oui. Ils prêchaient par l'exemple. OK.
Oui, oui. Puis alors, chez Hydro-Québec, on était vraiment dans du 100% télétravail. Au CHU Sainte-Justine, ça pouvait varier. Il y avait des employés en 100% télétravail, on commençait à avoir des modes hybrides. Bon, on est dans le système hospitalier au printemps 2021, donc ça varie aussi en fonction de plein de choses. Mais on avait des employés les gestionnaires tous pratiquaient en partie plusieurs jours par semaine de télétravail. Deuxième volet, est-ce qu'on a pu percevoir un sentiment, vous avez mesuré un sentiment d'équité, bon, ce genre de concept. Est-ce qu'on était en mesure, dans vos discussions, de voir un sentiment d'inéquité entre ceux qui pouvaient faire du télétravail et ceux pour lesquels c'était impossible d'en faire? Parce que même à l'Hydro-Québec, bon, il y a des gens qui doivent travailler de façon opérationnelle pour rétablir l'électricité, par exemple, ou peu importe, Ouais. il y a des choses qui se font physiquement, on ne peut pas faire ça en télétravail. Et donc, dans un centre hospitalier, c'est une évidence, c'est tout ce qui est clinique. Est-ce qu'on a pu sentir ce clivage entre ces deux catégories d'employés dans lesquelles certains pouvaient et certains ne pouvaient pas? Dans les projets que je vous ai présentés, je reviens sur Hydro, ils étaient vraiment tous en 100% télétravail parce qu'on était au centre de recherche. Donc, on était vraiment on a sondé des gens qui sont des ingénieurs, des chercheurs, des techniciens. Je pense qu'il y a quelques personnes qui sont, pendant le printemps 2020, qui sont allées au bureau. Mais nous, il y a des équipes, pendant 18 mois, ils n'ont pas mis un pied à leur bureau. Donc, on est vraiment au CHU, ça pouvait être un peu plus varié. On était vraiment qu'avec du personnel administratif, donc a priori qu'avec des gens qui pouvaient en partie faire une partie de leur activité professionnelle en ligne. Moi, j'ai la chance de continuer à travailler avec Sainte-Justine actuellement. Et oui, ça par contre, sur un autre projet, sur d'autres choses, on voit par exemple tout ce qui est mesure de flexibilité des horaires, sur ce qui est possibilité d'aménagement, d'organisation du travail, il y a une nette différence entre ce que vivent les personnes qui sont en gestion directe des soins et les autres personnes. Puis, c'est sûr que ça pose des enjeux d'équité. C'était pas le volet, on n'a pas mesuré ça dans le projet que je vous ai présenté, mais j'ai d'autres choses que je fais présentement, puis clairement, on voit ça actuellement, effectivement. Merci beaucoup. Je pense que ça complète la période de questions. Il y a des commentaires dans le chat, entre autres une personne qui mentionne avoir vraiment apprécié les notions, ces explications autour des 3 types de légitimité. Donc, je pense que ça va faire un bout de chemin aussi et alimenter les réflexions des gens. Donc, s'il n'y a pas de nouvelles mains qui se lèvent, je vais laisser Denis clôturer. Merci, Marine, pour ton exposé et ta présentation. C'est très intéressant. Sujet qui n'a pas fini de faire couler d'encre. On est encore à se questionner dans beaucoup d'organisations comment on va réussir à créer un équilibre à travers ces modes de travail. Est-ce qu'on doit le rendre pas tellement flexible selon le désir de chaque personne? Est-ce qu'on doit mettre en place des règles minimales de présence? En tout cas, bon, même à HEC, on se questionne. Partout, on se questionne sur ces mécanismes-là. Donc, c'est quelque chose qui est au centre d'énormément de questionnements dans les organisations et en santé particulièrement. Je pense que c'est au cœur de la question. Donc, merci beaucoup de ta présence. Merci de nous avoir permis de pouvoir mieux comprendre cette réalité. Et je vous invite à notre prochain séminaire. Donc, il va y avoir un prochain séminaire en décembre prochain, donc le 13 décembre à midi. On aura l'honneur et le privilège d'avoir avec nous Caroline Barbire, la PDG de Sainte-Justine, accompagnée d'Isabelle Demers, qui est la PDGA, qui va venir nous parler de la proposition de valeur du CHU de Sainte-Justine. Donc, quelle est la démarche qu'ils ont mis en place pour créer une proposition de valeur. Donc, je vous invite à tous et toutes à venir nous rencontrer le 13 décembre prochain pour un nouveau séminaire du Pôle Santé. Merci à tous et au plaisir. Merci.